Deuxième partie du cours sur les composants électroniques de puissance, donc après les diodes, le transistor. Alors là, vous avez quelques exemples de composants de plus en plus puissants, de plus fort courant, plus forte tension. Ici, des composants appelés GBT, donc le montage de deux transistors en série avec deux diodes en antiparallèle, donc le composant hybride qu'on a vu dans la présentation des interrupteurs statiques, et ici un pont de transistors. Alors, petit historique rapide sur les transistors, parce que le transistor, c'est quand même une découverte fondamentale qui a révolutionné le monde de l'électronique et en particulier des calculateurs. Même si globalement, il y a deux grands domaines d'application des transistors, dans l'électronique numérique et dans l'électronique analogique. Dans cette partie de cours, on s'attachera essentiellement à la partie numérique du transistor. Alors c'est en 1945 à peu près qu'on travaille sur les propriétés des semi-conducteurs, et en 1947, il y a Barden et Brayton, qui mettent en évidence l'effet transistor. Au début, la mise en œuvre des transistors est un petit peu délicate et les caractéristiques d'un transistor ne sont pas stabilisées dans des processus de fabrication à grande échelle et demandent donc énormément de composants discrets autour pour fiabiliser et stabiliser les caractéristiques des montages qui sont associés à ces transistors. Avant, on avait des tubes ou des relais qui donnaient des effets identiques, beaucoup plus gros, beaucoup plus consommateurs, beaucoup plus lents. Alors le transistor au germanium, il arrive dans les années 50. En 1954, c'est le transistor au silicium qui est produit par Texas Instruments. Dès 1956, il y a déjà 26 grands fabricants de transistors dans le monde. Et commençant à comprendre l'importance de la découverte, on donne le prix Nobel aux trois personnalités qui ont gravité autour de cette découverte ou cette invention. Alors, l'extraordinaire expansion de l'électronique, c'est évidemment lié au transistor. En 2010, donc il y a déjà 10 ans, on peut considérer qu'aujourd'hui c'est encore bien plus, il y a plusieurs milliards de transistors qui sont fabriqués chaque seconde. Et il y a des milliards de transistors dans le monde. C'est vraiment le produit le plus grandement fabriqué dans le monde. En 2018, j'ai trouvé ce chiffre, donc 1,3, 10 puissance 22 transistors dans le monde. Donc imaginez 1, 3 et puis après 22 zéros, enfin 21 zéros pour avoir le nombre de transistors dans le monde. Alors, on peut reprendre ici l'intégration des transistors à travers les différents microprocesseurs qui sont apparus. Donc un des premiers microprocesseurs, si ce n'est le premier, le 4004 d'Intel, donc microprocesseur 4 bits, le premier, une centaine de kHz de fréquence de fonctionnement, 2300 transistors. En 1978, 7 ans plus tard, on arrive au 8086, donc c'est le premier microprocesseur de la génération dite x86 qui va modeler finalement toute l'industrie du PC avec 29 000 transistors. C'est un microprocesseur, pour le coup 16 bits. J'ai passé les 8008, etc., 8080 d'Intel entre-temps. Le 286, donc, qui est le premier microprocesseur 32 bits, 16-32 bits, a fait 134 000 transistors. Donc on voit encore une augmentation conséquente. Les microprocesseurs pleinement 32 bits, c'est la génération 386 avec 275 000 transistors. Arrivent les 486 où on intègre l'unité de calcul en virgule flottante dans le microprocesseur. Et à ce moment-là, on a des processeurs extrêmement puissants, capables de faire des calculs en virgule flottante sur 80 bits, avec virtualisation de la mémoire. Bref, je passe un très grand nombre de caractéristiques, mais au fur et à mesure de l'augmentation de la complexité des microprocesseurs, ce n'est pas simplement la largeur de traitement des données qui augmente, mais le nombre de fonctionnalités, que ce soit dans le traitement de la mémoire, le traitement des données informatiques de divers types. Voilà, donc 486.
Ensuite, Intel, parce qu'il ne pouvait pas donner un chiffre, ne pouvait pas en fait breveter un chiffre, a déposé une marque sur un chiffre, a décidé de déposer la marque Pentium. Auparavant, n'importe qui pouvait produire des processeurs avec le chiffre 486, 386, et donc ça prêtait à confusion sur les propriétés intellectuelles d'Intel vis-à-vis de ses propres microprocesseurs. Donc à partir de 1993, Intel dépose la marque Pentium et décide d'appeler sa génération suivante de microprocesseurs, qui devait s'appeler le 586, décide de l'appeler le Pentium. Alors le Pentium MMX avec 3,1 millions de transistors qui commence à intégrer le traitement parallèle des données. Le Pentium Pro, donc en 95, 5 millions de transistors, donc regardez un petit peu l'évolution depuis le début. Alors le Pentium Pro a la caractéristique d'intégrer les mémoires cache de premier et second niveau. Le Pentium 2 arrive avec 27 millions de transistors en 97, le Pentium Hyperthreading avec 42 millions de transistors en 2001. Ensuite, c'est la multiplication du nombre de cœurs dans les microprocesseurs. En 2006, on a presque 300 millions de transistors. 2008, 730 millions. 2014, 2,6 milliards de transistors dans un seul composant. Je ne sais pas si vous voyez, de 2300 jusqu'à 2,6 milliards, on a un rapport 1 million en termes d'intégration. En termes de vitesse, on est ici à des fréquences de plusieurs gigahertz. On était ici à 0,1 mégahertz. Donc on a un rapport 10 000 en fréquence. Et en termes de traitement de largeur de données, on est passé de 4 à 64 bits. Voire 80 bits, et sur le traitement des données, ici on savait tout simplement faire addition-soustraction, et là on calcule des tangentes, des cosinus, etc. Et on a plusieurs capacités de travail en parallèle avec plusieurs cœurs. Et les gros consommateurs de transistors, en fait, sont les cartes graphiques, vu que c'est du traitement massivement en parallèle. En quelque sorte, on n'augmente pas réellement la complexité du circuit, on met en parallèle de nombreuses unités de traitement. Voilà, donc juste un petit mot pour évoquer cette augmentation de puissance. Alors il y a la fameuse loi de Moore qui nous dit que le nombre de transistors doit doubler à peu près tous les 18 mois. Et là voilà, cette fameuse loi de Moore. Donc quand on est en échelle log sur le nombre de transistors, on voit qu'on a une linéarité de l'augmentation du nombre de transistors. Et donc cette loi de Moore est quasiment respectée, cette loi empirique, parce qu'elle n'a pas été démontrée en soi, est quasiment respectée. Alors, les transistors se présentent sous de nombreuses formes, ou les composants électroniques de puissance type transistor se présentent sous différentes formes. On en verra quelques-uns. Donc on a les transistors ici, qui se situent à peu près au milieu. Alors on a en abscisse la fréquence de fonctionnement et en ordonnée la capacité en volt-ampère, donc jusqu'à 100 MVA. Alors on a les thyristors, les triacs, les GTO, les transistors, les IGBT, les MOSFET, etc. en fonction des domaines de fonctionnement. Donc c'est une technologie qui évolue, certaines technologies empiètent l'une sur l'autre, sont plus avantageuses, moins avantageuses, etc. Ce n'est pas un graphique figé, d'autres composants, d'autres types de composants peuvent apparaître. Et les tailles des blocs peuvent éventuellement changer en fonction des améliorations des process de fabrication et d'utilisation de ces composants. Voilà, alors basiquement un transistor, et je ne rentrerai vraiment pas dans le détail parce que c'est vraiment pas l'objet de ce cours, c'est la mise en série de 3 couches de semi-conducteurs. Donc on a un semi-conducteur dopé P, N ou P. Lorsqu'on met P suivi de N suivi de P, on a un transistor qu'on appelle PNP, et lorsqu'on a N suivi de P suivi de N, on a un transistor qu'on appelle NPN. Alors voilà, ce qu'il faut plutôt retenir, c'est le symbole du transistor, sachant qu'il y en a deux. Vous vous rappelez que dans les courbes, dans les caractéristiques statiques des composants, on avait présenté ces deux symboles en fonction des signes des courants qui passent dans le transistor. Donc le cadran 1 correspondait à ce transistor-là. Alors basiquement, un transistor, je me contente donc de parler de celui-là.
pour l'autre, il suffit d'inverser les signes, hein. C'est vraiment pas un souci. On a donc un courant IC sur le collecteur. On a un courant de base qui arrive donc sur la broche notée B, la base, et ces deux courants se rejoignent et nous donnent le courant émetteur, IE, qui vaut donc, par une bête loi des nœuds, IB plus IC. Alors, pas de courant de base, pas de courant de collecteur. Alors, bien comprendre deux éléments. Le courant de collecteur, il n'est pas aspiré par le transistor. C'est le transistor qui laisse plus ou moins passer du courant. Donc le courant IC, il dépend aussi de l'élément extérieur, on le verra par la suite, qui est branché sur le transistor. De même que la tension VCE, ce n'est pas le transistor. Le transistor est un composant passif. La tension VCE est une partie de la tension du reste du circuit, donc obtenue par loi d'Émaille. Hein? Donc tout simplement, pas de courant de base. Le transistor, il est considéré comme bloqué, ouvert, et je n'ai pas de courant de collecteur, donc ma tension VCE, à ce moment-là, je la calcule par une loi d'Émaille en prenant en compte le fait que je n'ai pas de courant IC. C'est donc l'état bloqué du transistor. IB égale 0, IC égale 0. Ensuite, lorsque l'on produit un petit courant de base, eh bien, on a un courant de collecteur qui augmente. Encore une fois, le transistor laisse passer un courant proportionnel à son courant de base. Il n'impose pas un courant proportionnel à son courant de base. Si la capacité du circuit externe, c'est 10 mA, eh ben on s'arrêtera ici à 10 mA. Mais si la caractéristique extérieure du circuit, c'est 100 mA, eh ben on ira plus haut. Si c'est 1 ampère, on ira encore plus haut. Hein? Donc bien comprendre quand même ça, le transistor laisse passer un courant proportionnel à son courant de base dans la zone qui est dite linéaire. Alors, le coefficient directeur de cette droite, généralement, on l'appelle bêta, et c'est une des caractéristiques qu'on relève dans la documentation transistor du constructeur du transistor. On aura donc la relation IC égale bêta IB. Alors, les ordres de grandeur de bêta, c'est une valeur de 100, est généralement retenu, bon 150, 200, 300, mais ça peut être inférieur. Et il y a une petite caractéristique, plus le transistor a une capacité pour des courants importants, plus la valeur de bêta descend. C'est pour des petits courants qu'on a, des capacités de petits courants qu'on a des bêtas assez élevés, des gains assez élevés, et ensuite lorsque le courant de collecteur augmente, bêta diminue. Arrive un moment où le circuit est en saturation, encore une fois, c'est le circuit externe qui est à saturation, c'est-à-dire que le transistor voudrait imposer un courant supérieur, mais le circuit extérieur dit stop. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut voir la chose. Alors on peut regarder un petit peu cette tension VCE qui arrive, donc on a les trois zones de fonctionnement du transistor, mais on peut regarder un petit peu cette tension VCE, et cette tension VCE va suivre cette courbe. Elle démarre d'une valeur ici inconnue, qui est la valeur qui est liée au circuit extérieur, 10 volts, 30 volts, 100 volts, et ensuite elle descend linéairement jusqu'à atteindre ici une tension dite de saturation, dans la zone saturée du transistor. Et on a donc les deux états du transistor, l'état bloqué ici, avec une tension borne de l'interrupteur qui est ouvert, qui est lié au circuit extérieur, et un état saturé, où le transistor est passant, la tension à ces bornes est voisine de 0, et le courant est donc lié à ce moment-là au circuit extérieur. On a la troisième zone qui est dite linéaire, où le transistor fonctionne en amplification de courant. Voilà pour l'explication assez rapide du fonctionnement du transistor. On peut écrire quelques relations rapidement, c'est-à-dire que le courant émetteur, c'est le courant de collecteur plus le courant de base, on le voit tout de suite, et dans la zone linéaire, on a IC égale bêta IB. La puissance dissipée ici, on pourra dire que c'est VCE, donc la tension collecteur-émetteur multipliée par le courant IC, plus VBE multiplié par le courant IB. En général, comme la pente
la valeur de bêta est assez élevée, les pertes de la tension de collecteur fois IC sont très supérieures à celles que l'on retrouve ici liées au courant de base. Donc en général, on ne retient que le premier terme parce que le second est négligeable. Alors, les trois états du transistor, si je les résume, on a l'état bloqué qui est pour IB égale 0 et IC égale 0. On a la zone de fonctionnement linéaire IC égale bêta IB, et on a l'état saturé lorsque le courant de base est supérieur à la valeur du courant de saturation. Les deux modes de fonctionnement du transistor que l'on sort de ces trois états du transistor, c'est le fonctionnement en commutation. Donc on alterne entre la zone 1 état bloqué et la zone 3 état saturé, et le fonctionnement en amplificateur. Dans notre cours, sur les convertisseurs statiques, c'est le fonctionnement en commutation du transistor qui nous intéresse. La partie amplificateur n'est pas au programme des CPGE TSI. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Pour les convertisseurs statiques, on étudie le régime de commutation du transistor. Alors, pour obtenir les deux états, l'état bloqué, donc, il nous suffit d'avoir IB égale 0. Relativement simple. Pour obtenir l'état saturé, il nous faut un courant de base suffisamment important. Alors, c'est un petit calcul assez rapide. On considère que le circuit est fermé, que l'interrupteur est fermé. On calcule le courant de collecteur qu'il y aurait si on remplaçait le transistor par un interrupteur fermé. Première étape. Ensuite, on va rechercher dans la documentation constructeur, imaginons qu'on trouve 100 mA. On va chercher dans la documentation constructeur la valeur de bêta. Je vais prendre une valeur simple, je vais dire bêta égale 100. Ça veut dire qu'il nous faut un courant de base au moins égal au courant de collecteur divisé par bêta. Donc 100 mA divisé par 100, il nous faut au moins 1 mA. Donc on va prendre par exemple 20% de plus et on fera passer dans la base 1,2 mA. Et donc le transistor sera saturé lorsqu'il est parcouru par un courant de 100 mA. Voilà un petit peu comment on calcule le courant de base pour obtenir l'état saturé. Cette partie-là n'est pas non plus, la commande des composants de puissance n'est pas non plus au programme de CPGE TSI. Donc j'en disais juste un petit mot. On retiendra que lorsque le transistor est saturé, sa tension VCE, elle vaut VCE SAT et elle est voisine de 0 en première approximation. En réalité, c'est une donnée qu'il faut aller chercher dans la documentation constructeur ou la mesurer. Et on a entre 0,2 et 2 volts. Ça peut même être plus pour des gros transistors, 150, 200, 500 ampères. Et la valeur de 0,2 est obtenue pour des petits transistors qui ont quelques milliampères, 10, 20, 50 milliampères de tension. Donc ça peut être quand même, il y a un rapport 10 ici pour les deux tensions, mais là je parle d'un rapport 1000 au niveau des courants. La puissance dissipée dans le transistor, elle va nous amener au calcul de perte de notre composant, de notre interrupteur statique, et donc finalement nous amènera au calcul du rendement de notre convertisseur statique. Alors, pour l'état bloqué, il n'y a pas de courant de collecteur, et donc la puissance dissipée est nulle. Ça ne pose pas de problème. Pour l'état passant, on va considérer que c'est faible, puisque c'est VCE SAT fois IC. Alors, c'est faible, c'est vrai, relativement à la puissance qui transite, mais c'est quand même une puissance qu'il faudra prendre en compte, en particulier pour le calcul d'un dissipateur. Donc, on retiendra que si on a 0,2 volts, on a une puissance qui vaut 0,2 IC. C'est un calcul à faire. Alors, un petit mot pour terminer sur cette partie-là. L'intensité maximum dans un transistor est quelque part liée à la surface de la pastille de silicium du transistor. On le comprend très bien. L'intensité que peut supporter un transistor est proportionnelle à la surface dans laquelle le courant passe. Et la tenue en tension, c'est lié à l'épaisseur de la pastille. Donc quelque part, tenue en tension fois courant de collecteur maximum, c'est quelque chose qui est relatif à la taille du composant de puissance. Donc parfois on calcule pour un convertisseur de puissance P
on calcule le facteur de dimensionnement qui vaut la tension collecteur-émetteur maximum fois IC max divisé par P. Et ça permet de comparer, en faisant ce calcul pour différentes stratégies de conversion de puissance, ça permet de comparer le volume de silicium finalement qui est utilisé par unité de puissance. Quelque part, donc c'est un coefficient sans dimension. Et voilà, ça permet de qualifier un convertisseur statique. Voilà. On terminera en disant que le transistor est limité en fréquence, hein, il atteint difficilement les 20 kHz, que plus le transistor est puissant, plus son gain diminue, alors ce qui est quand même une difficulté, parce que nous, on recherche quand même des convertisseurs de puissance, et donc il va nous falloir des courants de base. Non, premièrement, le courant de base augmente parce que le courant de collecteur augmente, hein, si on veut monter en puissance sur nos convertisseurs statiques. Et en même temps, la valeur du gain diminue. Donc on a un effet levier ici qui est difficile à gérer. Alors, la première idée, ça a été de monter des transistors en série, c'est-à-dire d'amplifier le courant une première fois et puis de l'injecter dans la base du second transistor. Donc c'est ce qu'on appelle les montages d'Arlington. On a ici donc un premier transistor, son courant de base, ici le courant émetteur qui va rentrer dans la base du second transistor. Donc à ce moment-là, quand on fait le calcul vite fait, on a un gain total qui est le produit des deux gains. Donc imaginons qu'on ait 50 ici, imaginons qu'on ait 150 ici, vous voyez, on obtient un gain bien supérieur à celui d'un seul transistor. On a les deux montages PNP et NPN, c'est identique. Ça pose quand même quelques problèmes, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on a un temps de propagation, c'est-à-dire que le temps de propagation de commutation du premier vient s'ajouter au temps de commutation du deuxième. Donc c'est intéressant, mais en termes de fréquence de commutation, eh bien, on double à peu près les temps de commutation, donc on divise d'un facteur 2 la capacité en fréquence de notre composant de puissance. Voilà, c'est juste le petit problème que ça pose. Du coup, on a été amené